Bonjour les mondes qui nous regardons à la télévision, bienvenue à toutes et à tous au comptoir de Comme toujours, comme Torjou, une émission consacrée au patrimoine vivant, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler blé, lentilles, févrole, luzerne, épeautre. On va parler farine, moulin, le tout certifié bio depuis 14 ans. Rendez-vous avec Lionel Petitgat, paysan meunier à Beauvoir-sur-Mer, ferme des Jardins de la Cure. C'est notre invité. Si j'étais paysan, tu serais paysanne. Il est joli ce mot, tu trouves pas? Ah, il est joli ce nom de paysan, paysame, l'âme du pays, pour reprendre la chanson de Nougaro chantée par Géant. Oui, pays, gens du pays, pas de pays sans paysans, de la fourche à la fourchette, du semis à la farine. Eh bien, notre invité maîtrise parfaitement sa culture, sa transformation. C'est un spécialiste, un bioproducteur. Paysan meunier hors pair, il parle engrais première langue, mais engrais naturel, car chez lui, la production de céréales est bio. Il nous ouvre les portes de sa ferme, les Jardins de la Cure, de ses secrets, de ses savoir-faire, et va tout nous dire sur la fabrication de farine. Quelle production, comment fait-on de la farine, pourquoi le choix de l'agriculture biologique? Voilà autant de questions que nous allons poser à notre invité. Lionel Petitgat, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu avec de la farine. C'est ça. C'est très gentil. Et puis, avant de commencer à discuter et de commencer notre sujet, permettez-moi de vous présenter nos deux petits meuniers aussi, qui dorment pas, Oui, nos deux Jean-Pierre. Je serai modeste en disant que je ne suis qu'un farinou. Un farinou. Oh bah oui. Un farinou. Mon arrière-grand-père, arrière, 4-5 générations de farinous. Donc les commis de moulin. D'accord. Parce que les meuniers, c'était quand même un peu des notables autrefois. Hein. Faut pas l'oublier. Le petit peuple était farinou. Farinou, en tout cas, moulin à parole. Oui. Et vous faites de la farine de roman à chaque émission. Et c'est nos deux Jean-Pierre. Et puisque vous avez la parole, eh bien, un sujet autour des moulins, de la farine, j'imagine qu'il y a matière dans les archives. Ben, on a surtout... j'ai choisi un premier sujet qui montre le développement d'à partir d'une petite minoterie, c'est l'entreprise Arrivé. Ah. Et on va entendre Marcel Arrivé qui raconte les débuts de son entreprise. Et puis ensuite, on va parler d'une époque où je vous poserai la question où il n'était pas tellement question d'argent quand on produisait de la farine. Ah bon? Ouais. C'était du troc? Bon, je spoilie pas. Parce que je poserai une question. D'accord, ça marche. Moi, je sais. Ah, le sais, ben. Je sais, mais... Si vous savez, causez donc. Et dites-nous un peu le sujet de votre chronique. Ah, mais moi, on n'aura pas de coche, parce que la saison de chaud, de Dieu, et puis le printemps, c'est les fleurs. Alors, le chou-fleur. Le chou-fleur. Le chou-fleur, voilà un légume qui est délicieux et pas cher, abordable. Ouais. On peut en faire un plat complet, on peut en faire... C'est une soupe de la grand-mère faisait avec des choux-fleurs, du lait, puis des pommes de terre, voilà. Puis un peu de crème? Alors normalement, c'est facultatif. Maintenant, si on veut faire attention, moi, la crème, elle nous aime. Donc oui. Nous, on l'aime. Et on aime la crème. Nous, on aime la crème. Oh oui, ma petite crème. Bon, on vous retrouve dans un instant. Lionel, présentez-nous la ferme des Jardins de la Cure. C'est une histoire familiale? Voilà, c'était mon grand-père qui, en 1931, a acheté la ferme familiale maintenant. Ouais. Et c'était vraiment l'histoire. C'est des gens qui sont allés à la Première Guerre mondiale. Ouais. Quand ils sont revenus de la guerre, ils ont dit, ils étaient souvent métayers, ouais. Ils ont dit il faut absolument qu'on devienne propriétaire de nos fermes. Voilà, c'était comme ça que... C'est comme ça qu'a commencé l'histoire. Et donc, son père, mon grand-père, a dit, dès qu'on peut, on achète une ferme. Donc, ils ont acheté la Cure. Ça a été un petit peu particulier parce que ils étaient dans une ferme à côté, en Métayage. Ouais. Et la ferme de la Cure s'est vendue. Et mon grand-père a acheté en 1931. Il venait de signer un bail où il était en Métayage. Et le propriétaire n'a pas voulu casser le bail. Et donc, ils ont acheté une autre ferme qu'ils ont mis en fermage. Ah oui, donc ils donc, étaient propriétaires et métayers. Ils étaient métayers et propriétaires d'une autre ferme qu'ils avaient. Quoi. C'était assez particulier. Et donc, ils ont été obligés d'attendre 9 ans la fin du bail. Et mon grand-père, à ce moment-là, donc il était en 31, 9 ans, c'était la guerre. Il est parti en guerre. Donc, ma grand-mère a déménagé de ferme.
D'accord. Et mon grand-père vraiment venu dans la guerre, dans la ferme, pardon, après la guerre en 1945. Quoi. D'accord. Donc il est venu dans la Et dans la nouvelle ferme. 14 ans après l'avoir acheté. Ouais. Ouais. Ah oui. Voilà, Alors, je ne sais pas si on l'a dit, c'est à Beauvoir, ou à 2 pas du Gois, c'est ça? voilà, c'est tout près du passage du Gois, Ouais. sur la commune de Beauvoir, sur des polders qui ont été pris sur la mer en 1750 à peu près. D'accord. Voilà. Alors, ça fait des terres C'est- riches Voilà, c'est un alluvion, c'est Ouais. c'est quand même argilo-limoneux. Donc c'est des terres qui aiment beaucoup rester accolées aux pieds quand c'est humide. Voilà. Et donc c'est des terres pas toujours faciles il faut les connaître. faut les connaître, Faut il les- faut les apprivoiser, ouais. bien les aimer, Ouais, parce ouais. qu'elle nous aime. Hein, quand on y va, C'est ça. voilà. Elle laisse trace. Ouais. D'accord. C'est ça. Et du coup, la production après céréales s'est imposée ou C'est venu tout de suite. C'est-à-dire qu'au tout début, à la création du polder, les fermes, c'était 5-7 hectares Ouais. de polder, avec Ouais. des prairies, des prés marais un petit peu plus loin. Ok. Et donc là, il était fait les cultures et les foins sur ces polders. Et petit à petit, ben voilà, les cultures se sont un peu plus développées et, au fur et à mesure des demandes. Quoi. Ouais. Et aujourd'hui, c'est essentiellement les cultures qui sont faites là et il y a quasiment plus de foin. D'accord. Donc est venu après beaucoup pour restabiliser les sols, faire de la luzerne. Donc ça a permis de restructurer le sol en profondeur un peu plus, parce qu'on a ce problème comme ils sont tout près de la mer, du sel. Oui. Donc il faut absolument dessaler le... Ouais. La Dessaler le terre. sol, Ouais. ouais. Et du coup, il y a de l'élevage aussi ou, Il y a un ou petit peu eu- il y a un petit non, peu d'élevage, toujours mais les bovins sont sur les fermes dans le polder, Ok. mais les prairies sont à l'extérieur. Quoi. Ça- Voilà. Ça représente une surface de combien à peu près Le polder, ou- 300... Non, et puis la ferme aujourd'hui Alors, moi, 81 hectares. 81 hectares. D'accord. Ouais. Et le polder de Beauvoir, il fait 350 hectares. Ah oui. Ouais, Ouais, d'accord. c'est pas un gros Ouais, polder. c'est- oui, c'est, c'est- ouais. donc les fermes sont essentiellement sur le long de ce polder. quoi. D'accord. Ouais. Ouais. Et la production de céréales, donc en céréales bio, on le disait, c'est Oui. depuis combien de temps? C'était 2011. 2011. Voilà. C'était quelque chose. C'était évident. C'était. Alors moi, j'avais un peu plus à aller, j'avais de la difficulté à épandre des produits et tout ça. Ouais. Donc je faisais attention pour moi et c'était compliqué de faire pour les autres Ouais. autrement. Ouais. Donc j'avais une grosse interrogation, je voulais même arrêter. Ah oui, je voulais d'accord. arrêter la culture, enfin l'agriculture en général. Besoin de remettre du sens. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Et puis il y a eu Xintia en 2010. Donc on a eu 90% de la ferme qui était inondée. Et donc il a fallu tout remettre en état. Voilà, on a gypsé justement pour dessauder les sols. Et donc est venue l'idée assez imposée naturellement à Ouais. nous. C'était dans nos convictions, parce que pour nous, on était plutôt dans cette démarche-là familialement. Et puis on a sauté le pas de la bio. Alors on a fait la conversion et puis c'est parti. Avec en plus Sylvia qu'on a vu tout Oui, à alors l'heure. qu'on avait reçu dans une émission. Ouais. Donc Sylvia, elle me dit, elle était infirmière, elle me dit, moi je veux faire des plantes médicinales. Je dis, voilà, tout le sens est là. Tout était. Ouais. Et puis moi j'ai retrouvé vraiment en passant en bio ce que j'ai vécu en tant qu'enfant avec Une mon relation, père, quoi. ouais. Voilà, les relations, on allait voir entre autres des minotiers, voilà. Ouais. On allait voir, on discutait avec des gens et puis ça a permis d'ouvrir une petite boutique sur la ferme et d'avoir justement ce retour Ouais, cette prise directement avec le directe, cette relation consommateur, directe, immédiate. voilà, et Ouais, ça plaît aux gens, quoi. Ouais. Voilà, c'est Ouais, à Et la puis- fois tout. Pardon, je vous ai coupé. Oui. Ouais. et donc justement il y a cet interrelationnel entre le producteur et le consommateur, quoi. Tout prenait sens en fait. Oui. Le rapport à la nature et le Voilà. rapport au pays, à ça. ses acteurs, Ouais. pouvoir les rencontrer. Et alors, en type de production céréalière, je donnais la liste tout à l'heure, il y a du blé, il y a... Voilà, je suis revenu comme quand j'ai commencé avec mon père, enfin Une quand j'étais diversité, gamin, quoi. ouais. Voilà. Donc il y a des rotations, donc on part sur une luzerne, après il y a du blé, après il y a des févroles, Ouais. après on revient du blé souvent et des lentilles vertes. Voilà, là j'ai réintroduit du lin. D'accord. Voilà. Et je voulais faire
de l'épeautre, mais voilà, les conditions climatiques de l'année, On on n'a fait pas pu qu'il y a semer à d'autres l'automne. choix qui, ouais, Donc, on qui doivent repousse s'opérer. d'une année. Ouais, ouais. Voilà. C'est vous qui décidez de la production? Vous n'êtes pas dépendant de coopératives avec des contrats ou Alors, comment ça j'ai se un passe au petit niveau de peu la les semence deux. aussi Voilà, il y a des cultures, on a des contrats de production. Ouais. Et puis après, voilà, sur le blé, c'est plus avec des minotis que je travaille. Ouais. Et le fait de transformer donc le blé en farine, Oui. c'est quelque chose que vous faisiez déjà? Alors, depuis que je suis passé en bio, justement, je vendais mon blé à un minotier et je lui reprenais en farine. Ok. Voilà, il me faisait Donc il y la avait un transformation. intermédiaire. Voilà. Et donc, il y avait un intermédiaire. Et ce Joseph, que j'apprécie beaucoup, qui tenait parce qu'il est parti en retraite et il tenait les moulins de la Brosse. D'accord. Et il me dit, avant de partir en retraite, il me dit, Lionel, tu sais mon premier moulin avec qui on a... Parce que moi, je commençais en bio, puis lui, il montait son moulin. Ah oui, voilà, donc vous étiez fait pour vous rencontrer. Voilà, et il me dit, tu sais, mon premier moulin, je vais le vendre. Bon, ouais. Je lui ai dit comme ça, j'ai dit, laisse-moi une semaine, je te dis la réponse. Et puis, au bout d'une semaine, je dis, allez, je te l'achète, et voilà, la voiture est partie. Ouais. Donc, ça fait 3 ans, c'était pendant le Covid. D'accord. Ouais. Ouais. Et donc, il y a eu des petites complications. Pardon, il y a eu des petites complications. Il a eu des soucis de moulin, alors qu'il a gardé le moulin un peu plus longtemps. Et en fin de compte, ben, voilà, il est en route depuis très peu. Comment il fonctionne ce moulin? Donc, c'est un moulin électrique. C'est un moulin de type astrier. Donc, c'est un moulin qui n'a pas des gros débits. Ils n'ont pas des gros débits de farine, mais ils ont plutôt cette idée de dérouler le blé. Voilà, c'est-à-dire que le grain, il rentre par le centre de la meule et puis il part sur les côtés comme ça pour partir en farine. Et donc, au lieu d'être écrasé d'un seul coup comme ça, il va être déroulé doucement. D'accord. Jusqu'à finir tout en farine. Quoi. Ce qui permet une plus grande qualité? Ouais, c'est ça. L'idée, c'est ça. C'est de moins le chauffer. Voilà, ça va moins chauffer la farine. Voilà. Et donc, et tout est préservé jusqu'aux germes de blé. C'est une farine qui va être un petit peu plus grasse qu'une farine souvent faite avec des moulins. Beaucoup maintenant, c'est des moulins assez métalliques. Donc, c'est une succession de moulins métalliques qui fait que on réduit en farine. Quoi. Et là, il n'y a qu'un seul passage. Quoi. Il n'y a qu'un seul passage. Voilà. Ça a changé un peu la façon de travailler, j'imagine. Il faut harmoniser entre le travail du meunier et celui du paysan. C'est ça. Ça n'a pas de quoi s'ennuyer. ouais, non, mais ça arrive à se faire. Ouais. C'est une autre organisation. C'est une autre organisation. Ouais, c'est un gros investissement, ça, après Oui, quand même. J'ai un truc un petit peu particulier parce que dans les moulins, donc il y a toujours la lamelle de pierre, ça, on va dire, ça change pas. Il y a plusieurs types. Hein. Moi, j'ai dit que j'ai un type astrier. Mais après, c'est sur le triage de la farine. D'accord. Donc voilà. Donc moi, je suis en cascade. Enfin, c'est-à-dire que la farine, j'ai une vis qui déplace la farine du moulin au trieur. D'accord. Et donc, ou alors c'est en cascade, donc ça descend gravitairement. Et au niveau du triage de la farine, il y a plusieurs solutions. Il y a soit une bluterie, c'est-à-dire que c'est un cylindre horizontal et avec une légère inclinaison. D'accord. Et il tourne et la farine descend dedans et selon le tamisage, ça descend dessous. Ça, c'est un premier type. Et après, il y a ce qui se fait maintenant, c'est des planchisteurs. D'accord. Voilà. Donc c'est des tamis. Ouais. Et puis ça oscille comme ça, comme si on triait du sable. Quoi. Voilà, c'est un petit tamis qui oscille. Et donc j'ai 12 tamis successifs comme ça, verticales, et qui permet de faire les différents types de farine. En un seul passage de farine, j'ai tous mes types qui sortent. Quoi. D'accord. Voilà. Alors, on va en reparler dans un instant, justement, des différents types de farine que vous proposez. On parle farine, on parle pain. Il y a ça met en appétit. Alors, on va passer à table. Maintenant, c'est la succession logique. Et Jean-Pierre Pouvreau nous attend dans sa cuisine. C'est parti, allez à table. Mais oui, donc allez, mon petit chou-fleur. Oui, on peut récupérer du son. Oui. Ah, ben voilà, on parlait l'autre jour, pour faire jeûner les lumins, on les mettait dans le son, pour les purger un petit peu. Et c'est vrai que on se demandait où trouver du son. Mais maintenant, j'ai la réponse pour trouver du son, pour faire jeûner les lumins. Parce que quand on fait jeûner les lumins, il n'y a plus besoin d'enlever le petit bout d'intestin qui est soi-disant pas bon. Oui. Parce qu'il est très très bon, mais il faut qu'il jeûne avant. Et on les mettait à jeûner autrefois dans du son. Alors les lumins, on les avait, mais on n'avait pas le son.
Et maintenant, il y a la parole en plus. Et puis l'image. Et puis l'image. Regardez ce beau gars, ce bel homme. Allez, mon petit chou, Ouais. en route. Bon, alors, c'est la saison des choux-fleurs. Alors, bon, évidemment, les choux-fleurs, on peut les travailler de plein de façons. Hein. À l'heure actuelle, on peut même les râper, on les citronne un peu, et on peut les saupoudrer ça sur une salade de mozzarella, de pommes de terre, de carottes. Et le chou-fleur a ceci de particulier. D'abord, il reste croustillant s'il est râpé, frais comme ça, et ça donne un petit goût vraiment particulier. Si on fait un velouté avec des choux-fleurs, on peut mettre des huîtres dedans pour faire un velouté d'huîtres. Le mariage entre la mer et le goût particulier du chou-fleur, il est parfait. Avec un peu de poireau. Enfin, il y a plein de façons de décliner. d'alchimies différentes. Hein. Mais là, c'est une soupe de chou-fleur de ma grand-mère. Elle s'embêtait pas. Hein. Bon, elle faisait cuire 1,3 kg de chou-fleur dans 2 litres de lait entier, 1 kg de pommes de terre nettoyées, 30 g de crème et du persil froid. Donc les choux-fleurs, on peut les ébouillanter ou pas, selon s'ils sont ébouillantés, ça enlève un petit peu de, c'est plus digeste, mais moi j'aime bien les faire cuire sans les ébouillanter. Et alors donc s'ils sont ébouillantés, on les rafraîchit aussitôt et on les fait cuire avec le lait, les pommes de terre pendant 40 minutes. Ensuite on mouline tout ça au presse-purée. C'est mieux que le mixeur parce que on garde des petits bouts, c'est comme dans la farine. Hein. Quand c'est trop mixé, on perd le goût. Eh oui, ouais. Le goût, faut toujours conserver un petit peu, on appelle ça de la moche, enfin, c'est pas peut-être pas le bon terme, de texture, voilà. Et donc, le presse-purée, pour ça, à l'ancienne, c'est bien meilleur que le mixeur. Ouais. Le mixeur, ça affadit tout l'ensemble des goûts. Alors que là, ça le respecte. Hein, c'est comme dans la façon de moudre. De moudre la farine. Il y a plein de liaisons qui sont... c'est la même réalité, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, une fois que tout ça c'est fait, et ben, on finit, on mélange des jaunes d'œufs, 2 ou 3 jaunes d'œufs avec un peu de crème, du persil plat qui donne du goût, c'est le seul persil qui donne du goût. Moi, j'adore le persil plat. Et haché finement au couteau, c'est pareil, s'il est mixé... on dirait de l'ensilage après, donc faut le couper à la main. Non, mais tout est, plus les recettes sont simples et plus le diable se niche dans les détails. Et si on respecte tous les détails, on a un résultat qui est le jour et la nuit avec la même recette et exactement la même. Et d'un côté ça sera bon, de l'autre côté ça sera moyen, voire s'il est pas bon. Ouais. Voilà. Plein de façons de... Et je ne parle pas des choux-fleurs au gratin, mais bon, après... Alors, je voyais l'autre jour quelqu'un qui me disait qu'elle adorait le chou-fleur, mais que cuisiner le chou-fleur dans une cuisine, c'était beaucoup d'odeur. Non, parce qu'on rajoute un bout de pain dedans. Bah voilà le petit truc. Le petit truc. Ça a une belle odeur, non? Mais c'est une belle odeur, moi j'adore le goût du chou-fleur. Mais avec une miche de pain rassis, parce que le bon pain rassis et ne moisit pas. Si le pain rassis moisit... Ben, il y a peut-être un problème quelque part. Mais le bon pain, il sèche, mais il ne moisit pas. Ah, s'il est suffisamment cuit, il ne rassit pas. Et on mettait un petit bout de crouton à cuire dans les choux-fleurs. Bon, ça enlève l'odeur partiellement. Bon. Oui. Bon, puis maintenant... c'est tout l'intérêt aussi de cuisiner, de voir les odeurs. Voilà, quand même. si on n'a pas les odeurs, je vois pas l'intérêt. Ben moi, je dis que votre grand-mère, elle avait bien raison de ne pas s'en faire, parce que c'est une bonne recette. Mais voilà, puis c'est abordable, c'est simple, c'est pas cher. On peut les manger crus en salade également, hein, avec des petites mayonnaises, une petite crème fouettée au yaourt. Enfin, il y a plein de recettes à base de chou-fleur. Je peux en élaborer une dizaine, mais bon, c'est pas le temps. Merci, le message est passé. Vous aimeriez plus de temps pour votre chronique, c'est ça? On verra ça. Merci Jean-Pierre. Alors, vous parliez de pain. Eh ben, pour du bon pain, il faut de la bonne farine. Combien de types de farine vous faites, Lionel? Donc avec moulin à pierre, à meule de pierre, souvent ça commence à partir de la 65. À 65, ouais. Sinon, la 55, on a trop de pertes, quoi. On n'arrive pas à la... Ouais, voilà. Donc souvent, ça commence à 65, 80, 110. Et après, soit 150 ou soit intégrale. D'accord. Voilà. Une petite différence intégrale, il y a vraiment tout. Là, on rajoute tout le son, même le gros son. Et que la 150, souvent, il n'y a pas tout le son. Il n'y a pas tout. Ouais, voilà. Ouais. Comment vous distribuez, comment vous commercialisez? Est-ce qu'il faut venir à la ferme? Est-ce qu'on peut la retrouver dans des boutiques? Donc, à la ferme, tous les mercredis soirs à 17h, voilà. Il y a une petite boutique. Et puis après, on fait
On a un réseau de magasins bio, D'accord. voilà, entre autres les Biocop. Et puis des AMAP. Les AMAP. Des AMAP. Nous, sur le local vraiment à Beauvoir, on a le court-circuit, collectif court-circuit, ça s'appelle. Sinon, ouais, je livre dans plusieurs AMAP. Voilà. Ça correspond aussi l'idée de jouer local. Voilà, c'est c'est l'intérêt. Voilà, et puis d'être toujours en contact avec le consommateur. Avec le consommateur. Voilà. Ça c'est important, cette relation directe. On échange des recettes, on échange. Et puis des petits savoir-faire, des petits trucs, c'est sympa. Est-ce qu'on vous fait goûter ce que devient la farine après ? Ça arrive. Ça arrive. Chanceux que vous êtes. Il y a des bonnes recettes. Il y a des le beurre dada, où on en parlait tout à l'heure, le beurre dada ou les œillets de la vinette, hein. C'est ça, c'est une béchamel avec de la bonne farine, et puis de l'oseille, et puis des bons œufs. Et puis les petits trucs, comme Jean-Pierre disait tout à l'heure, si on met une miche de pain dans le croûton pour enlever l'odeur, moi je fais comme ça. Les petits conseils, les petits détails. Je me permets la question parce qu'on sort et on est toujours sur une vague de manifestations des paysans. Comment vous vous y retrouvez dans les revendications aujourd'hui ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou est-ce qu'on suit le bon chemin ? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que on oublie le producteur et la production. Voilà, on est sur un autre domaine et on oublie le local, quoi. Et là, on est sur un plan mondial et tout peut pas être harmonieux parce que chaque pays a ses cultures, a ses obligations aussi. Enfin, voilà. Je pense que c'est compliqué. C'est compliqué. Je pense qu'il faudrait revenir à des choses, un respect vraiment du local et j'avais beaucoup aimé quand je suis passé en bio avec Sylvia pour ces plantes. On avait été voir dans les Cévennes des productrices de plantes. D'accord. Et c'est assez enclavé les Cévennes. Et on était à Sainte-Croix-Vallée française exactement. Et j'avais bien aimé parce que sur un marché, on était un tout petit marché. Il y avait, je sais pas, 5-6 producteurs. Voilà. Et puis on discute avec les producteurs. Moi j'aime bien. Et ils nous disent nous. Voilà, on est là, mais si on veut que ça continue, il faut qu'on fasse vivre notre voisin. Donc on va aller consommer chez notre voisin, on va aller prendre l'artisan à côté. Ce souci du collectif. Et voilà, c'était le tissu qui était en train de se créer et il savait bien le faire, quoi. Et il dit, nous, voilà, et puis c'est notre chance, c'est ça. Et il faut vraiment le maintenir. Plutôt que d'écraser le voisin, construisons avec lui et partageons, finalement. C'est l'unité, voilà, il y a la place pour tout le monde. Et voilà, Parfois, c'est pas le retour au passé, c'est parfois le recours au passé aussi pour retrouver des saveurs d'antan qui nous permet de faire toujours un bond dans le passé pour mieux peut-être voir l'avenir. C'est Jean-Pierre Bertrand de Bouche à Oreille. Oui, alors notre premier témoignage est vraiment la démonstration de l'anti-système qu'on peut défendre. C'est le développement extraordinaire à partir d'une minoterie, d'une simple minoterie, même d'un moulin de famille. C'est la famille Arrivé à Saint-Fulgent. Donc un développement industriel, économique. Oui. Alors on va entendre Marcel Arrivé, donc le fondateur, qui nous parle en 1945, juste après la guerre, comment les deux frères Arrivé ont lancé l'entreprise qu'on connaît aujourd'hui. À l'époque, on avait un ouvrier, puis mon frère et moi, et puis très vite on a réussi à se développer, on a eu un deuxième ouvrier, mais on faisait toujours de l'échange. Et puis quand la guerre a été finie, d'une part on a pu faire électrifier le moulin. Mais alors là, pour électrifier aussitôt la guerre, c'était difficile et on avait du mal à se ravitailler. On était obligé d'envoyer de la farine et des jambons dans, je ne sais plus quel département, pour pouvoir faire livrer un transfo pour électrifier, parce qu'il fallait la force motrice. Et comme il y avait des coupures de courant très souvent, on a complété par un moteur diesel. L'histoire familiale.
Oui, voilà, donc on n'imagine pas un instant. Hein. On va entendre Élie Rochelet, qui lui est de Chavagne-en-Paillé. Il va nous parler de la même époque, hein, vers 1945, où à l'époque, je vous pose la question, est-ce que si je me ramène avec une production quelconque, est-ce qu'on peut échanger de la farine ? Je pense que oui. Juste une petite anecdote, je me rappelle le boulanger qui venait avec les coches et on avait chacun notre bout de bâton. Alors, la coche est une partie, mais il y avait aussi tout... Alors, on va entendre justement un autre système, parce qu'il y a la fourniture au meunier, mais il y a le meunier après au boulanger, et le boulanger au client. On va entendre Élie Rochelet. Le meunier allait avec sa carriole, il allait collecter le blé dans les fermes. Et il avait une clientèle, il avait affaire directement au fermier, qui voulait bien lui donner quelques sacs de blé. Et à une certaine époque, le meunier lui rendait la farine. Et ensuite, j'ai fait ça moi aussi, la farine, une fois que le blé est écrasé, cette farine-là, on l'a portée chez le boulanger. Alors, tant qu'un taux de farine à un tel, alors le boulanger fournissait du pain en fonction de la quantité de blé et de farine fournie. Donc au niveau des revenus, c'était simplement le principe de l'échange, il n'y avait pas C'était l'échange. de rentrée d'argent. Il y avait très peu de rentrée d'argent et le meunier avait droit, il se payait, même dans certains cas, il se payait en nature. Hein. Et oui, l'échange des savoirs et des savoir-faire. Le troc. Oui, un autre temps. Un autre temps. Avec la meunière. Ça, c'est une autre histoire. Ah non, mais excusez-moi. Ou la fille de la meunière. Eh ben, c'est sur cette note joyeuse et pétillante que nous allons clôturer cette émission. Merci beaucoup, Lionel, d'être venu nous voir. Merci à vous. Bon vent en tant que meunier. Et puis, donc, les jardins qui s'ouvrent cet été aussi au public. La farine qu'on peut retrouver à la ferme et puis dans des copes bio. Merci de votre venue. Merci les Jean-Pierre. Et puis, on va se dire à bientôt. À bientôt. Eh ben, alors, à Merci. bientôt.